La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. Toyota prolonge sa garantie sur ses batteries de véhicules hybrides. L'AVEC sonde les différents partis politiques fédéraux. Presque autant de sites de recharge à Beijing que dans l'ensemble des États-Unis. Taxi 300 de Quaticook roule vert. Une reconnaissance bien méritée pour Karim Zaghib. Le Hummer pourrait renaître de ses cendres en version électrique. La différence entre l'hybride branchable et le tout électrique à véhicule électrique au féminin. Pierre Tadros nous parle de bornes de recharge rapide en courant continu. On parle du Kia Niro EV. Tout ça et bien plus encore dans ce 66e épisode du balado Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault. Je suis administrateur et webmaster de l'Association des véhicules électriques du Québec et l'animateur de ce balado Silence on roule, un podcast 100% dédié aux voitures électriques. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va numéro 1. On a un beau podcast pour vous autres aujourd'hui. Du moins, j'espère que vous allez apprécier. Au moment où on enregistre, écoutez, c'est le début du Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe, la nouvelle édition du Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. Si vous êtes allé dans le passé, écoutez, ça l'a doublé en termes de nombre d'exposants. La surface est plus grande. Allez faire un tour, ça vaut la peine. C'est un gros happening. En tout cas, on va être là, nous, c'est sûr. Je vais en profiter pour faire des entrevues avec plein de monde sur place. J'ai également une conférence à donner dimanche. Donc, beaucoup de plaisir au centre BMO de Saint-Hyacinthe pour ce long week-end. Écoutez, mes amis, on a beaucoup de pain sur la planche aujourd'hui. On a un thème, je pense, qui va vous ravir. On va parler du Kia Niro EV, véhicule 100% électrique qu'on voit pas beaucoup sur les routes. Il n'y en a pas encore des tonnes, mais on a la chance d'avoir avec nous un heureux propriétaire qui va nous parler de la joie qu'il a de rouler avec son véhicule. Donc, ceux qui veulent un peu d'informations sur le Niro, je pense que vous êtes à la bonne adresse. On a une chronique de Pierre Tadros, une autre chronique de Mélanie Réaume. Donc, un show bien rempli aujourd'hui. On a aussi la joie de vous annoncer la venue d'un nouveau commanditaire avec nous, c'est Macapuche.com. Vous avez peut-être entendu parler. Macapuche qui est une entreprise spécialisée dans les produits pour voitures électriques. Évidemment, le nom de l'entreprise fait allusion au premier produit qui a été rendu disponible pour eux, c'est-à-dire un protecteur là, de port de recharge pour voitures électriques. Donc, Macapuche.com. On les remercie de s'associer avec nous. Et puis, on aura également là, des beaux prix à vous faire tirer au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Donc, restez à l'affût et on vous encourage là, fortement là, de pouvoir faire affaire avec ce nouveau commanditaire. Alors, sans plus tarder, on va tout de suite à une petite pause et on poursuit avec les actualités dans le monde de l'électromobilité. Il y a 2 semaines, Toyota a annoncé qu'elle prolongeait sa garantie sur les batteries hybrides de 8 ans, 100 000 milles à 10 ans, 150 000 milles sur tous les véhicules 2020 hybrides rechargeables et à pile à combustible. Contrairement à la garantie de Hyundai sur le groupe motopropulseur de 10 ans, 100 000 milles, la garantie des composantes et des batteries hybrides de Toyota s'étend au-delà du premier propriétaire jusqu'à tous les propriétaires suivants pendant la période de garantie de 10 ans ou 150 000 milles selon la première éventualité. La garantie prolongée avait été utilisée dans les États dotés de la législation californienne relative aux émissions, mais elle s'applique désormais à tous les pays. Dans les derniers podcasts, nous vous avions avisé que l'Association des véhicules électriques du Québec, fidèle à ses habitudes, avait envoyé aux grands partis politiques de cette élection fédérale un sondage afin de connaître leur position en lien avec l'électromobilité.
Alors, les résultats du sondage nous sont entrés, les réponses aux questions ont été compilées. Tout est disponible sur le site de l'Association des véhicules électriques du Québec. Un lien sera mis là dans les références de ce podcast. Disons simplement, en résumé, que le Parti libéral se contente de nous annoncer que les mesures déjà mises en place seront prolongées lors d'un prochain mandat. Le NPD est très favorable à l'électrification du transport, mais met un emphase particulier aux véhicules qui seront fabriqués au Canada. Le Parti vert nous amène un certain nombre de mesures relativement novatrices. Le Bloc québécois se dit en faveur d'une loi zéro émission pan-canadienne, en plus de renforcer les incitatifs pour les véhicules électriques d'un océan à l'autre. Et notons au passage que ni le Parti conservateur, ni le Parti populaire de Maxime Bernier n'ont daigné répondre à notre questionnaire. Il y a presque autant de sites de recherche pour véhicules électriques à Beijing que dans l'ensemble des États-Unis. Selon les dernières informations, la Chine, premier marché mondial pour le véhicule électrique, compte environ 8 fois plus de chargeurs publics qu'aux États-Unis. Ce déséquilibre deviendra probablement plus prononcé à mesure que la Chine incitera les constructeurs automobiles à se détourner de la consommation d'essence. Suivant l'acquisition d'un second véhicule électrique, une flotte complétée par une voiture hybride et aucun véhicule exclusivement à essence depuis 2015, Taxi 300 Quaticook maintient plus que jamais le cap de rouler vert, une acquisition pour laquelle l'entreprise a bénéficié d'une aide financière de 5 000 $ du gouvernement fédéral et 7 000 $ du gouvernement provincial, à laquelle s'ajoute une aide supplémentaire de 5 000 dédiée à moderniser l'industrie du taxi. Rouler vert, c'est non seulement écologique, mais c'est aussi très économique, soutient Rénal Drolet, propriétaire. À titre d'indicatif, une seule voiture électrique permet d'éviter la consommation annuelle de plus de 7 000 litres d'essence, soit une dépense d'environ 8 000 $ comparativement à peine 1 000 $ d'électricité. Bien que la recharge du véhicule s'effectue en grande partie via les bornes de recharge résidentielles à 240 volts acquises par l'entreprise, au besoin, les chauffeurs ont recours à la borne de recharge rapide située au centre-ville de Quaticook où ils font le plein à 80 % en une soixantaine de minutes, comparativement à environ 9 heures pour une recharge complète aux bornes 240 volts. Dans le domaine des batteries pour véhicules électriques, un prix scientifique du gouvernement a été accordé à un chercheur d'Hydro-Québec. La plus haute distinction accordée par le gouvernement du Québec dans le domaine de la recherche et du développement en milieu industriel, le prix Lionel Boulet, est remis cette année à Karim Zaghib, chercheur et directeur général du Centre d'excellence en électrification des transports et en stockage d'énergie d'Hydro-Québec. Félicitations à notre savoir-faire québécois. Le fait qu'il y ait de plus en plus de véhicules électriques sur nos routes, ça veut aussi dire qu'il y a des emplois qui vont apparaître, des emplois qui vont changer. Eh bien, sachez qu'il y a un rapport qui prédit un taux de croissance annuel du secteur des véhicules électriques de 28 % au cours des 10 prochaines années et une multiplication par 14 du nombre d'emplois. L'investissement annuel dans le secteur devant passer de 1,7 milliard à 7 milliards de dollars. Si le secteur des véhicules électriques continue de croître comme prévu, près de la moitié des véhicules vendus au Canada en 2030 seront électriques. Telles sont les perspectives selon un nouveau rapport de Clean Energy Canada en partenariat avec Navius Research. L'intitulé intitulé « La voie rapide », suivie de la Révolution énergétique 2019, établit une feuille de route de l'avenir de l'énergie propre au Canada et de son rôle dans l'économie. Pour les véhicules électriques, l'avenir se définit par la croissance des ventes et des emplois. Le PIB des transports propres, principalement des véhicules hybrides et électriques, devrait passer de 14,8 milliards de dollars en 2020 à 24,3 milliards de dollars en 2030. Au cours des prochaines décennies, l'industrie du véhicule électrique du Canada devrait croître de 28 % chaque année, ouvrant la voie à de futurs emplois plus propres, a déclaré Smith Marin, directeur exécutif de Clean Energy Canada. Croyez-le ou non, GM pourrait faire revivre le Hummer en VUS électrique. Eh bien oui, on avait tué le Hummer parce qu'il symbolisait l'excès d'une époque que nous trouvions révolue, mais maintenant, la rumeur veut que l'on fasse renaître le Hummer sous forme d'un 4x4 zéro émission. Après sa faillite de 2009, GM avait dû se défaire de véhicules non viables sur le plan financier. Cela incluait évidemment le Hummer, une marque qui symbolisait les excès de l'époque. Mais maintenant, le constructeur semble envisager de faire revivre son Hummer dans un environnement tout à fait différent.
Donc, selon Reuters, l'annonce de GM serait qu'ils envisagent de créer une gamme de nouveaux véhicules électriques de marque Hummer. Ces nouveaux Hummer seraient construits à l'usine de Détroit, ce qui éviterait la fermeture dans le cadre d'un nouveau contrat GM-UAW qui fait l'objet de votes cette semaine. D'après le magazine Automotive News, GM investira 3 milliards de dollars dans cette usine afin de construire des camionnettes électriques et des VUS. Chronique Branchez-vous avec Pierre Tadros. Aujourd'hui, c'est une belle coïncidence. Je vous parle des réseaux des bornes de recharge qui étaient l'un des deux sujets de l'émission La Facture à Radio-Canada cette semaine. Commençons par rappeler que le réseau se déploie rapidement au Québec, là où on retrouve aujourd'hui la moitié des véhicules électriques au Canada, soit environ 60 000 au Québec. Actuellement, il y a plus de 4 750 bornes de recharge publiques sur le territoire québécois. De ce nombre, la grande majorité sont des bornes L2 ou 240 volts. En effet, elles sont environ 4 400 contre seulement près de 310 pour les BRCC ou bornes de recharge à courant continu de 400 volts. Les bornes accessibles à tous et à toutes sont gérées par deux principaux grands réseaux, le circuit électrique et Flow. Un petit dernier, le réseau Heavy Duty, pousse tranquillement. Il y a aussi le réseau international ChargePoint, nous en reparlerons tout à l'heure. Les nouvelles bornes de Petro-Canada et, bien entendu, celles dédiées au Tesla qui fait bande à part. À noter que les propriétaires de Tesla peuvent avoir accès au réseau public avec des adaptateurs, mais les autres propriétaires de véhicules électriques n'ont, eux, pas accès au réseau de Tesla. Nous allons donc nous intéresser aux deux principaux fournisseurs de bornes publiques au Québec, puis nous parlerons rapidement des BRCC en faisant un petit retour sur l'enjeu des vacheurs de bornes. Alors, première question. Faut-il être membre chez ces deux fournisseurs pour avoir accès aux bornes de l'un et de l'autre? Eh bien non. Voici pourquoi. Le circuit Flow appartient à la compagnie québécoise AdEnergie. Cette compagnie produit et opère également les bornes du circuit électrique d'Hydro-Québec ainsi que celui du réseau branché au Nouveau-Brunswick. Donc, avec un abonnement à Flow, on peut utiliser également les réseaux du circuit électrique et du réseau branché. L'abonnement au circuit électrique permet la même chose. Bref, avec Flow au circuit électrique, c'est du pareil au même. On peut utiliser les bornes des deux réseaux, ainsi que celui du réseau branché au Nouveau-Brunswick. Pour tout cela, vous pouvez utiliser une carte ou une application sur votre téléphone intelligent. Chez Circuit électrique, la carte coûte 10 $ et chez Flow, c'est 15 $. Bien sûr, les applications mobiles sont sans frais. Maintenant, il faut savoir que AdEnergie s'occupe aussi du réseau BC Hydro de Colombie-Britannique. Avec un abonnement à Flow, on peut donc utiliser leurs bornes sans contrainte avec cette carte de Flow ou leur application mobile. Enfin, il y a une entente entre AdEnergie et ChargePoint. Et ça, c'est très intéressant parce qu'avec le même abonnement à Flow, l'usage des bornes de ChargePoint partout aux États-Unis et au Canada oui, est accessible. Et vice-versa. L'abonnement à ChargePoint permet l'utilisation des bornes Flow, mais seulement Flow. Et attention, ces accès sont cependant disponibles seulement avec l'application sur votre téléphone mobile. Si vous souhaitez avoir la carte de ChargePoint, la première est gratuite et les autres sont au coût de 4,95 $. Si vous n'avez pas mis de l'argent sur votre carte, dès la première utilisation, ce sont 10 $ qui seront prélevés automatiquement sur votre carte de crédit pour vous donner une première marge d'utilisation. Information intéressante à savoir, si vous êtes mal pris, vous pouvez toujours faire démarrer une session de recharge en contactant le CA Québec ou Flow. Cependant, les frais de 2 $ vous seront facturés. Alors, si je résume, au Québec, les deux grands réseaux Flow et circuit électrique permettent d'utiliser l'un ou l'autre sans distinction, ainsi que le réseau branché du Nouveau-Brunswick. Mais plus simple encore, pour avoir accès à toutes ces bornes, mais aussi à celles de ChargePoint et de BC Hydro avec un seul abonnement, c'est avec Flow qu'on aura cette possibilité, mais seulement avec l'application mobile. Pour ce qui est des coûts, il y a des bornes gratuites, bien sûr. Puis, il y a celles que l'on paie à la session et celles que l'on paie à la minute. Au Québec, pour les L2 ou les 240 volts, à la session, on paie 2,50 $. Et c'est entre 1 $ et 1,25 $ lorsqu'il s'agit de facturation à la minute. Du côté des L3 ou BRCC, les coûts peuvent varier entre 11,50 $ et 15 $ de l'heure. Ici aussi, c'est facturé à la minute. Parlons-en justement des BRCC. Elles sont munies de deux pistolets pour deux sortes de normes, chat de mots et combo J1772.
Cependant, un seul véhicule peut utiliser la borne, même avec 2 pistolets chargeurs. En passant, CHAdeMO est une abréviation de chargé de mouvement et vient d'une expression japonaise « que diriez-vous d'un T », soit le temps d'une recharge rapide. Les BRCC ne sont pas accessibles aux véhicules hybrides rechargeables, sauf pour de très rares exceptions. Malgré leur petit nombre, elles sont donc essentielles pour les véhicules électriques lors de longs trajets. Et ces bornes causent quelques maux de tête lorsqu'elles sont occupées par des vacheurs de bornes. Bien sûr pour la nécessité, mais pas seulement ça. Pourquoi donc? D'abord, rappelons qu'un vacheur de borne est un conducteur qui immobilise son véhicule à essence ou électrique sur un stationnement réservé aux véhicules branchés ou en recharge, mais sans être branché. À ce sujet, je vous invite à écouter l'excellent balado numéro 65 de Silence on roule. On se rappellera que la loi indique qu'il faut être branché et que pour le MTQ, le terme « en recharge » équivaut à brancher. Le problème, c'est que dans le cas des BRCC, on peut se brancher sans démarrer la recharge. De fait, on doit d'abord brancher la voiture qui permettra ensuite le démarrage de la recharge. Or, plusieurs opérateurs de bornes ne commencent la facturation qu'à partir du moment où la recharge est enclenchée. Bien sûr, on parle ici des bornes qui sont payantes. Dans certains cas, il n'est pas nécessaire de s'identifier pour avoir accès au pistolet de recharge, alors que dans d'autres, comme avec ChargePoint, on doit présenter sa preuve d'abonnement et donc s'identifier pour y avoir accès. Dans ce cas-là, l'opérateur pourra pénaliser un utilisateur qui se branche sans démarrer la recharge. Autrement dit, il est parfois possible d'être branché sans être en recharge et ne pas être facturé, ni être en infraction au sens de la loi parce qu'on est branché. On est alors un vacheur de borne qui est protégé par le texte de la loi. Afin de décourager ce comportement, plusieurs intervenants souhaitent que la facturation débute dès le branchement de la voiture. Certains demandent même que le coût de branchement augmente dès que le véhicule n'est pas en recharge, donc plein d'électrons ou simplement branché sans avoir enclenché la recharge. Cette position a été défendue lors du balado sur les vacheurs de borne dont je vous parlais tout à l'heure. Le débat est actuellement lancé puisque pour d'autres électromobilistes, la facturation devrait se faire seulement en fonction des kilowattheures transférés. C'est d'ailleurs l'opinion suggérée lors de l'émission La Facture et actuellement étudiée par Hydro-Québec. Quoi qu'il en soit, l'important est de se respecter et d'éviter de vacher une borne. Les applications mobiles permettent généralement de consulter l'état de la recharge du véhicule, ce qui permet de retirer de la borne lorsque le plein d'électrons est suffisant ou terminé. Il y a aussi toujours la possibilité de laisser une note sur son tableau de bord pour indiquer l'heure que l'on prévoit pour notre retour. Vous trouverez des outils intéressants sur le site Internet de l'AVEQ. En terminant, avec la progression des véhicules électriques, on doit s'attendre à voir de plus en plus de bornes sur le territoire. Alors, comme pour 80% des BRCC du circuit électrique, souhaitons les retrouver dans des endroits où des services sont offerts, profitant d'une pause agréable, le temps d'une recharge. Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 $ plus taxes sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richmond, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans. Ici Sébastien Marcotte de JN Auto en Estrie. Vous écoutez Silence, on roule. Il y a des modèles de voitures électriques qui ont fait jaser beaucoup dans les derniers mois, généralement parce qu'ils sont nouveaux, ils ont une grande autonomie,
Puis aussi parce qu'ils sont durs à trouver. Les 3 critères sont réunis généralement dans ces voitures-là. Et celle qu'on parle aujourd'hui, c'est la Niro, voiture emblématique. Plusieurs l'attendaient, plusieurs l'attendent encore d'ailleurs parce qu'elle a été livrée, elle est toujours livrée au compte-gouttes. Mais on a avec nous un chanceux qui en a une, René Boisvert de Deux-Montagnes. Bonjour. Bonjour, très content d'être là pour parler de la Kia Niro. Ben justement, moi aussi je suis content que vous soyez là, on va pouvoir en parler en détail. Tout d'abord, un peu pour nous situer, là, la Niro, est-ce que c'est votre premier véhicule électrique ou vous avez déjà de l'expérience avec les véhicules électriques avant? Non, mon premier véhicule électrique, j'ai acheté une Leaf 2018 en septembre dernier. Puis, un petit peu plus tard, là, on s'est posé la question si on changeait le deuxième véhicule qui était une Kia Sorento, parce qu'on est un petit peu tanné de mettre de l'essence dedans. Donc, c'est là qu'on a pensé d'avoir un deuxième véhicule électrique. OK. Donc, c'est le fun parce qu'on va être capable de comparer un peu. Vous avez une expérience un petit peu plus longue avec l'autre véhicule, donc on peut faire des comparatifs qui vont peut-être parler. Là. Beaucoup de gens connaissent bien la Leaf, donc c'est des comparatifs qui sont des références là, pour beaucoup de gens. Donc, courte expérience avec la Niro. Est-ce qu'on est encore en lune de miel? Ah, je ne sais pas quand ça va se terminer. C'est justement la question que je me posais dans les groupes Facebook. On souhaite la bienvenue à tous ceux qui ont leur auto, qui vont prendre possession sous peu. Puis c'est la réflexion que je me faisais. À quel moment on va être tanné de ce plaisir-là d'avoir le véhicule. On se tanne pas. Il y a beaucoup de véhicules électriques qui nous font ce feeling-là. Écoutez, on va essayer d'en parler dans différents angles, différents aspects. Si on parlait, pour commencer, de la conduite, donc la tenue de route, le plaisir de conduite qu'on peut avoir avec la Niro, comment on décrirait ça? Ben moi, je trouve ça excellent dans le sens que, premièrement, le conducteur, on est très bien assis dans le siège, c'est confortable. C'est un siège en cuir avec les bancs ventilés, fait que l'été, c'est bien. Il nous enveloppe bien. J'ai prêté mon véhicule à plusieurs personnes, des personnes de grande taille, etc., puis ils sont confortables aussi. La hauteur est très, très bonne. Quand on se promène sur la route, on sent que c'est un véhicule qui est un petit peu plus pesant, il porte bien. La batterie est en dessous de l'auto, comme de raison. Fait que ça fait que l'auto, elle tient bien par terre. Dans les courbes, c'est très, très agréable là, de la conduire. Aussi, au niveau des accélérations, comme tous les véhicules électriques, c'est très, très bien. Fait qu'au début, on l'utilise plus en mode sport. Après ça, on pense à nos pneus un peu plus, puis on réduit la vitesse. Ouais. La Niro a plusieurs modes de conduite et quand on change les modes de conduite, même l'affichage à l'écran, les couleurs changent. Hein? Oui. Donc, en mode sport, on a vraiment des cadrans puis un affichage un peu plus sport. Quand on est en mode éco, on est un look qui est différent. Donc, c'est assez intéressant. Et moi, pour l'avoir conduit à quelques reprises, c'est une voiture qui m'a vraiment impressionné sur l'accélération. C'est une voiture qui est très, très, très prime, très, très rapide. On sent très bien la conduite est assez directe aussi. Hein? Donc, le mode sport, puis c'est surprenant parce que c'est une forme de petit VUS. Tu t'attends pas à cette conduite-là. Je trouve qu'elle a une conduite très sportive pour une voiture de ce gabarit-là. Exactement, c'est ça. C'est un véhicule qu'on utilise, par exemple, pour aller en camping, pour aller faire du kayak. Puis, c'est aussi une voiture qui est très, très sportive. Les modes sont intéressants puis sont programmables. C'est-à-dire qu'on peut dire que le mode sport, je vais mettre une régénération de niveau 2, de sorte que quand je vais lâcher la pédale d'accélérateur, il va me ralentir un petit peu là, pour récupérer de l'énergie. Fait que ça, c'est intéressant. En fait, il y a 4 modes. Là. Il y a le mode Eco Plus, qui est le mode spécial quand on est vraiment mal pris. Là. Elle arrête à 90 km/h, puis elle coupe le... Donc, elle maximise l'utilisation de l'énergie. Donc, on essaie de prendre le moins d'énergie possible. Exactement. Donc, il y a Eco Plus... Il y a le mode éco, le mode normal, puis le mode sport, tout simplement. OK. Si on parlait de l'espace intérieur de ce véhicule-là, parce que, on faut le faire, là, je pense qu'on peut pas faire autrement que de le comparer avec des véhicules qui sont sortis pas tellement longtemps avant, comme le Kona, puis souvent, les gens hésitent entre un et l'autre. C'est pas... Oui, ça peut se ressembler un peu, mais quand on s'assoit dedans, on se rend compte qu'il y a une différence. Comment vous trouvez l'intérieur, autant en termes d'espace que de finition à l'intérieur du Niro?
Ben, en fait, c'est le critère principal qui m'a fait choisir ce véhicule-là. Nous, on suivait, comme la plupart des électromobilistes sur Internet, la Kona. On regardait pour ce véhicule-là. Puis, quand le salon de l'auto est arrivé, là, pas le salon des véhicules électriques, mais le salon de l'auto au mois de janvier, on est allé regarder les véhicules. Puis, en s'assoyant à l'intérieur, on a bien vu là, qu'on était un petit peu coincé là, dans la Kona, moins à l'aise, à l'avant et à l'arrière aussi. Puis, au niveau de la valise, là, c'était un petit peu plus petit. Nous, on avait des besoins très spécifiques. Là. On fait du kayak, on met 2 kayaks sur le toit. En plus, moi, j'avais une Sorento là, à échanger. Donc, j'ai pu réutiliser les mêmes barres de toit. Là. Fait que c'est une chose qui a joué dans la balance. Mais c'est surtout vraiment le confort puis l'espace à l'intérieur du véhicule puis dans la valise. La hauteur du toit, je sais qu'il y a des gens moi, qui ont des grands ados là, d'au-delà de 6 pieds, puis c'était difficile dans le Kona, alors que dans le Niro, il y avait ils se sentaient plus à l'aise, plus d'espace. La façon dont les bancs sont installés, je résumerais ça par une meilleure gestion de l'intérieur, parce que techniquement, c'est pas tellement plus gros, c'est juste la façon dont l'intérieur est construit. Ça nous donne plus d'espace. C'est ce qu'on a réalisé. Puis nous, ben, on se promenait en livre jusqu'à là. Puis on a des grands ados, sinon des adultes. Puis placer 3 grands enfants à l'arrière dans la livre, on était un petit peu serré. C'est correct pour aller chercher une crème glacée, là, mais pour faire un voyage, c'était plus pénible pour les enfants. Avec la Niro, on a réglé cette problématique-là. Il y a plus d'espace en largeur, plus d'espace aussi pour les pieds. Puis on a pris des mesures là, avec d'autres électromobilistes là, au niveau de la valise là, par rapport à la Kona. Elle a une affaire comme 2 cm là, dans un sens, puis peut-être 4 ou 5 cm dans l'autre sens de plus grand. Là. Ouais. Donc, c'est pas juste parce qu'elle est plus grande physiquement à l'extérieur, c'est vraiment une façon dont c'est construit, la console est faite, dont les bancs sont positionnés. Exactement. C'est un peu plus agréable là, pour avoir un peu plus d'espace. La qualité de la finition, parce que souvent ça revient sur certains véhicules, les gens sont déçus, ils disent on a investi dans un véhicule qui coûte quand même, qui n'est pas donné, et puis d'une marque à l'autre, la finition n'est pas toujours égale. Comment vous trouvez la qualité de la finition, les plastiques, les moulures, les boutons? C'est pas trop cheap. Non, je pense que tout est quand même excellent. J'ai entendu plusieurs critiques là, soit dans les journaux, sur Facebook, etc. Les gens, c'est qu'est-ce qu'ils remarquent aussi, qu'il y a une bonne qualité de finition. J'aime bien ça aussi à l'intérieur. Nous, on prend des breuvages quand on est avec la famille, puis il y a 8 porte-gobelets là, dans le véhicule. Il manque pas de place pour ça. Là. C'est excellent. Si on lâche un peu le look, puis on y va un peu dans les éléments de base assez fondamentaux, finalement, pour une voiture électrique, on va parler de port de recharge. La position du port de recharge, qui, tout comme le Kona, est en avant, décentré. Certains n'aiment pas, d'autres, ça les dérange pas. Comment, à l'utilisation, à date, comment ça va? Vous n'avez pas vécu l'hiver évidemment? J'ai pas vécu l'hiver, mais avec la Leaf, je l'ai vécu un petit peu dans le sens que le port de charge est aussi à l'avant. C'est sûr que nous, la première hiver, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté un abri Tempo, fait qu'on règle un petit peu le problème de cette façon-là. Aussi, sur la Leaf, on a mis un écodôme, ben, j'ai voulu faire un petit peu la même chose. Fait que je me suis fait par moi-même là, un foam pour aller placer ça entre le pistolet puis le port de charge pour éviter que la glace aille à cet endroit-là. Mais évidemment, quand on va conduire sur la route, la glace peut s'accumuler à cet endroit-là. Il va falloir y donner une petite tape, je pense, pour réussir à la déglacer. Oui. Puis quand on ouvre la fameuse trappe en avant, là, donc la porte, je devrais dire, le port de recharge est fermé par un bouchon qui tient avec un petit morceau de plastique. Là. Beaucoup ont peur qu'à la longue, ça casse ou avec le froid que ça casse. Là, à date, vous n'avez pas trop d'inconvénients avec ça? Je pense pas que ce soit un problème comme tel. C'est sûr que moi aussi, là, j'ai vu dès les premiers temps là, que c'était peut-être un petit peu plus ordinaire dans le sens que si tu as juste une main pour aller placer ton pistolet, le petit protège vient se placer devant le pistolet. Fait qu'il faut le redescendre vraiment par en bas pour être certain qu'on puisse le manœuvrer d'une main. Là. Ouais. Et on parle évidemment depuis tantôt du port de recharge standard, là, donc niveau 1, niveau 2. Sur le Niro, c'est un chargeur embarqué de 7,2 kW. Donc, qui devrait vous donner là, une capacité de recharge au niveau 2 quand même assez intéressante, compte tenu du fait que c'est une batterie qui est
64 kWh, c'est ça? Oui, exactement. Donc, c'est quand même assez long à charger sur une niveau 2. Donc, vous avez un bon chargeur niveau 2 à l'intérieur de ça. L'avez-vous utilisé un peu sur les bornes de recharge rapide à date? Ah oui, j'ai vraiment tout essayé au niveau du véhicule. Il fonctionne très bien de ce côté-là. Sur le port de charge à la maison, là, c'est 9h, 9h35, quelque chose comme ça. Dans une borne rapide, là, si on était vraiment à zéro, ce qui arrive jamais, là, mais c'est à peu près un heure et quart. Nous, notre habitude, c'est d'y aller à peu près pour 20 minutes, une demi-heure, là, pour l'amener à 80%. Mais aucun problème de ce côté-là. On est toujours à 125 ampères là, quand on arrive sur les bornes de recharge. Juste rappeler que le Niro a une puissance maximale de recharge mesurée là, au-delà des specs. Là. Je sais que dans les specs de Kia, on donne une durée de recharge sur une borne 100 kW, mais en réalité, la voiture ne prend pas 100 kW. Elle monte jusqu'à environ 77 kWh pendant un petit bout de temps, si la borne le permet. 77 kW, je devrais dire, pas 77 kWh, 77 kW. Évidemment, la majorité des BRCC au Québec sont à 50 kW, donc vous ne pouvez pas la tester. Bientôt, il y aura des 100, 150 oui. qui vont sortir. Vous allez pouvoir remarquer ce que ça donne quand ça va monter en haut de 50, mais votre véhicule le permet, donc c'est intéressant. Si on parlait maintenant, bien évidemment, là, je saute, on aurait pu parler des caractéristiques ou le bon fonctionnement de la gestion thermique du véhicule. On le voit, c'est beaucoup plus probant l'hiver. Là, l'hiver, on n'est pas rendu là, vous allez le voir rendu là, mais c'est une voiture dont les caractéristiques de la batterie sont excellentes, c'est-à-dire que même si vous faites 2-3 recharges consécutives, il n'y a pas de problème. De toute façon, avec une voiture qui a cette autonomie-là, 385 km EPA à peu près, vous ferez rarement 3-4 recharges dans la même journée, en tout cas longtemps. Non, exactement. Puis on constate qu'on fait beaucoup plus que 385 km, c'est bien évident. Là. L'été, peut-être 430, 440 dans ces alentours-là. On n'a pas besoin de forcer nécessairement beaucoup non plus pour aller chercher des bonnes performances. Ce qu'on appelle le GOM, là, le Guess-O-Meter, est assez précis. C'est-à-dire que l'information qu'il nous donne est assez fidèle, du moins la courte expérience moi j'ai avec, là, je l'ai conduit probablement pas mal moins longtemps que vous avez pu le faire, mais ça m'est apparu assez fidèle. Exactement. Ben moi j'ai les deux chez nous, j'ai le moins fidèle puis le plus fidèle, c'est-à-dire la livre il est moins précis. Quand j'arrive avec la Niro, il va tenir compte par exemple dans le kilométrage qui me reste, par exemple, il me reste 400 km. Si je prévois un voyage de 100 km, il va regarder ce voyage-là, combien de kilowattheures je devrais utiliser pour ce voyage-là. Ensuite de ça, si tu joues avec le ventilateur, tu joues avec l'air climatisé, etc., tous les ajustements se font au fur et à mesure, puis on arrive pas mal dans ce qu'il nous prédit. C'est précis. Si je ne me trompe pas, c'est un véhicule qui est muni du système UVO 3. Oui, le système UVO, je le préfère, c'est certain, à celui de la livre parce que, premièrement, quand on va dans le logiciel, il répond très, très rapidement. Puis, il nous redonne un feedback là, que l'opération a été réalisée. Ce que j'ai remarqué aussi, qui est très, très intéressant, c'est que après 10-15 secondes qu'on oublie de barrer les portes, il nous envoie un genre de petit texto là, pour nous dire « Écoute, t'as oublié de barrer les portes. » Juste pour que les gens qui ne connaissent pas le système UVO, en fait, c'est un système de communication, de télécommunication entre le véhicule et l'utilisateur qui fait en sorte que vous pouvez à distance, par votre téléphone, par exemple, démarrer certaines fonctionnalités du véhicule, que ce soit la recharge, le chauffage, etc. Puis vous pouvez en même temps lire certains paramètres du véhicule à distance, comme l'état de recharge de la batterie, puis la position du véhicule, etc. Oui, il y a plein de fonctionnalités. Puis tout ça est en communication LTE. Là. Fait que c'est très intéressant. C'est performant là, de ce côté-là. Si on parle d'éléments comme l'écran central, tout dépendant de la mouture du véhicule, là, il est disponible en plusieurs déclinaisons, mais c'est soit un écran de 7 pouces ou de 8 pouces. L'écran est clair, précis. Oui, la seule chose que je pouvais reprocher au véhicule, si on veut, c'est que dans le tableau de bord, on voit combien qu'on fait de kilowattheures, combien qu'on a fait de kilomètres jusqu'à date, mais on ne peut pas savoir la batterie où ce qui est rendu. Finalement, il faut aller regarder dans le petit écran à droite, aller dans le mode EV, puis regarder le pourcentage de batterie. Fait que quand on veut, avec d'autres électromobilistes, se comparer, puis dire, j'ai fait tant de kilomètres, tant de kilowattheures, etc.,
mais on peut pas prendre une photo puis avoir l'entièreté de c'est l'œuvre. moins si on veut. direct, c'est des sous-menus. Exactement. Le système de son, la qualité de... Ah, ça, je suis retombé en enfance, là. C'est pas pour rien que j'en parle. Ah oui, c'est ça. J'amène ma clé USB, puis la musique, elle joue à tue-tête, puis je chante, puis je roule. C'est vraiment un grand plaisir, là. Ouais, c'est un système de son Harman Kardon qui est embarqué dans le véhicule. Là. La qualité est assez exceptionnelle. Oui. Puis j'ai même 2 modes de siège. Là. Le premier mode de siège, c'est pour ma conduite. Le deuxième mode, c'est pour les films. Donc, je me mets du Netflix là-dessus, puis je me branche en Bluetooth, puis le système de son, il ressort ça mieux que si j'étais au cinéma, si on veut, parce que c'est plus petit, hein, c'est vraiment renfermé. Fait on a une sensation, on entend, par exemple, les chevaux courir ou toutes sortes de choses qu'on n'entendrait pas aussi bien, puis avec autant de richesse. Là. Si on se transpose un peu dans le temps, puis on s'imagine que l'hiver est arrivé, puis ça sera pas long qu'elle va être là. Oui. La neige s'en vient, ça sera pas tellement long. Quelles sont vos prévisions d'agrément avec ce véhicule-là pour l'hiver en fonction de ses modes de conduite, son empattement, etc.? Vous avez déjà conduit l'hiver avec la Leaf, donc une petite idée de comment ça fonctionne un véhicule électrique dans la neige? En fait, je pense qu'elle va tenir un petit peu mieux sur la neige et la glace que la Leaf. Elle est un petit peu plus pesante, une plus grosse batterie aussi. Fait que ça devrait la tenir par terre. C'est sûr qu'il ne faut pas, en guillemets, l'échapper. Là. Il faut faire attention de ne pas régénérer trop. Là. Aussi, l'hiver, c'est une chose qu'il faut tenir compte. L'autre chose aussi, l'hiver, j'ai vu qu'il y avait dans les menus une configuration pour l'hiver. Donc, il fait une gestion de la batterie qui est différente. Oui, exactement. Fait que j'ai pas de crainte de ce côté-là. Puis je me dis, finalement, pendant 3 saisons, je vais aller chercher là, 400 km environ. C'est seulement dans une certaine période de l'hiver que ça va être un petit peu plus problématique. Là. Okay. On ne peut pas s'empêcher quand on pense à ce véhicule-là, à le comparer évidemment avec, on l'a dit tantôt, le Kona qui est, on va dire son véhicule cousin. Hein, oui. Il y a les Hyundai et les Kia, mais également la Kia Soul EV, la nouvelle Kia Soul EV qui est sortie, qui n'a pas du tout physiquement le même look. Là, donc, c'est évidemment plus polarisante en termes de véhicule. Là, on aime ou on n'aime pas. Mais quand même, si on le compare avec le Niro, on a essentiellement le même type de motorisation. Même batterie, même motorisation. Ça dépend des goûts. C'est ça, moi, je fais des événements avec l'AVEC, puis je fais essayer mon véhicule, etc. Puis je me dis, chaque personne a des besoins particuliers, un véhicule qui va lui convenir mieux. Puis je me sens pas nécessairement dérangé par le fait que quelqu'un, par exemple, va essayer mon véhicule puis va dire j'aime mieux la Kona ou quoi que ce soit. Ça dépend vraiment où on est rendu. Si, par exemple, tu as une jeune famille, une Leaf, par exemple, ça va être numéro 1 parce qu'il y a un très, très grand coffre, il est très profond. Ça va permettre des choses différentes pour d'autres familles, d'autres besoins. J'aime ça qu'on parle de la valise parce que la Niro et la Kona aussi, c'est comme c'est des mini SUV, dans le fond, c'est une forme de SUV. Et on a la perception que ça va être des véhicules qui vont avoir une valise intéressante. Vous avez les deux, vous avez une Leaf, vous avez un Niro. Si on compare les deux valises, laquelle a le plus de valises? Je pense que la Leaf est un petit peu plus grande. Justement, il y a une personne qui fait je pense que c'est des courses en fauteuil roulant, qui est venu faire des essais. Puis il a pris son fauteuil roulant, puis il l'a essayé dans la Niro, puis elle accotait sur la valise pour bien dire. Quand on l'a essayé dans la Leaf, c'est tombé là, dans le fond, puis c'était numéro 1. Je le dis parce que souvent, il y a des gens, je l'ai entendu encore fin de semaine dernière, quelqu'un qui m'a dit je vais aller magasiner la Niro parce que moi, j'ai besoin d'une grande valise. Puis je disais, c'est un véhicule qui est plus grand qu'une Leaf, là, en termes d'espace en dedans, là, c'est quand même assez grand. Quoique la Leaf est assez grande quand même. Mais la valise, je pense d'aller avoir plus de valises dans la Leaf que dans la Niro. Ceci dit, c'est une question, c'est pas du tout le même type de véhicule. C'est la profondeur dans la Leaf qui est différente. Par exemple, quand moi je change mes pneus, je mets les 4 un à côté de l'autre dans la Leaf, puis ils tiennent là très bien, il n'y a pas de problème. Donc, si on résume un peu les éléments importants sur le Niro, c'est une voiture qui a un moteur de 201 chevaux avec 291 livres par pied de couple.
C'est 385 km EPA. On sait que l'été, on fait facilement en haut du kilométrage EPA, donc on va aller chercher dans les 400. Oui, exactement. On ne cherche pas à faire de concours. Il y en a qui vont chercher 500, mais... Oui, il y a moyen de descendre une côte, le vent dans le dos et faire longtemps. On n'aimerait pas les suivre longtemps. Non, c'est ça. Mais quand même, c'est un véhicule qui, fait quand même relativement facilement 400 km l'été. Oui. Une bonne autonomie. C'est un véhicule qui a plusieurs moutures, donc la version X, la version Touring, etc., commence dans le plus petit modèle légèrement en bas de 45 000. On veut le rendre éligible à la subvention gouvernementale au fédéral, donc 44 995, quelque chose du genre. Puis ça va jusqu'à tout près de 54 000, là, tout dépendant de la mouture qu'on prend. Les informations, évidemment, sont disponibles sur le site de Kia. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas mentionnés que vous aimeriez rajouter pour compléter le tout? Ben, comme tous les véhicules électriques, je pense que les aides à la conduite sont très, très intéressants. Là, fait qu'on peut pas mal jouer avec ça. Par exemple, on a le régulateur de vitesse adaptatif qui est quand même assez intéressant. Puis quand on a un trafic qui est quand même assez lourd, c'est intéressant parce qu'il va suivre les autres véhicules sans problème. Si les véhicules s'arrêtent, il va s'arrêter, puis il va nous demander de repeser sur la pédale quand les voitures repartent. Puis si on oublie de peser sur la pédale, il va nous sonner pour dire que les véhicules viennent de repartir. Fait que de ce côté-là, c'est très intéressant. On peut désactiver aussi la conduite. Quand on met le régulateur de vitesse, automatiquement, il y a la conduite avec, mais si les gens, ça les achale là, de voir la conduite assistée, c'est-à-dire que le volant suit les lignes, là. Ouais. Mais ça se désactive là, dans le menu du véhicule. Ben, c'est excellent. Monsieur René Boisvert, merci beaucoup de votre présence en studio aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Lorsque vous rechargez votre véhicule, protégez votre prise contre les intempéries, la pluie et la neige. C'est imperméable, très résistant, facile à installer et à enlever. N'endommage pas votre véhicule car c'est un système sans aimant. Même avec antivol pour certains modèles. Cette housse protectrice de port de recharge est disponible en plusieurs couleurs. Noir, rouge, bleu, blanc, gris. 514-512-4652. Macapuche.com. Vous écoutez le véhicule électrique au féminin, une chronique mensuelle que je vous offre parce que le VE, c'est aussi pour nous les femmes. Je suis Mélanie Réaume, 18 ans d'expérience dans le domaine de l'automobile et vulgarisatrice. Ensemble, on découvre le véhicule électrique de l'achat à l'entretien où on parle de ses avantages. Parce que nous aussi, mesdames, on veut savoir ce qui se passe. Les chars, on aime ça et c'est maintenant qu'on s'en parle. Bonjour à tous et à toutes à ce rendez-vous mensuel où je vous partage mes réflexions, mes découvertes, mon introduction au monde de l'électromobilité. En cette belle journée d'automne du mois d'octobre 2019, le sujet que j'aborde aujourd'hui est celui des véhicules électriques hybrides rechargeables. Somme toute, donc, c'est un véhicule qui comprend deux technologies, soit celle d'un moteur thermique, généralement à essence, et celle couplée à celle d'un moteur électrique. Naturellement, rechargeable nous informe bien que c'est un véhicule que l'on peut recharger en branchant celle-ci sur une prise. Donc, en général, la recharge peut se faire de façon significative en 3 ou 4 heures ou durant la nuit à la maison, là, dépendamment du type de recharge que nous avons. Ce type de véhicule est aussi doté de batteries beaucoup plus puissantes que sur sa consoeur l'hybride classique. Donc, les batteries étant plus puissantes vont nous permettre de rouler à haute vitesse pendant un certain nombre de kilomètres, soit entre 25 et 60-75 kilomètres d'autonomie dans le mode électrique. Quand on arrive au bout de notre charge sur la batterie, la voiture passe à ce moment-là tout simplement en mode hybride. Donc, où le moteur thermique devient l'énergie de propulsion du véhicule. Si vous vous intéressez au mode de conduite éco-responsable, le véhicule hybride rechargeable peut être une bonne option pour vous si vous êtes encore frileux à passer au mode complètement à 100% électrique en fait.
Il faut savoir, par contre, qu'un type de véhicule comme la hybride rechargeable vous coûtera un peu plus cher qu'un 100% électrique ou qu'un véhicule thermique à essence qu'on est habitué de voir. Donc, c'est important quand même de le prendre en considération. Par contre, le changement à ce type de véhicule-là va vous permettre de vous introduire au monde de l'électromobilité graduellement, sans changer toutes vos habitudes de conduite, va vous permettre de voir qu'est-ce que vous aimez d'un tel type de véhicule. Donc, c'est à mon avis, le jeu en vaut la chandelle. Puis, ce type de véhicule-là va être idéal si vous faites de courtes distances régulièrement. Donc, de très petites distances qui vont vous permettre de rouler sur le mode 100% électrique. Donc, aucune consommation d'essence pour vos déplacements hebdomadaires. Et à l'occasion, lorsque vous faites de grands voyages, lorsque 100 km et plus, vous pourrez passer à ce moment-là au mode hybride, mais avec une consommation d'essence très frugale. On parle alors d'une consommation là, qui peut atteindre 4,2, 4,3, 4,4 litres au 100 km, là, ce qui est très peu d'essence là, et très bien. Donc, de belles économies en perspective si on roule avec ce type de véhicule-là. Sachez que vous économiserez aussi sur l'entretien et les réparations de votre véhicule, entre autres sur le remplacement des freins, étant donné que l'énergie utilisée pour freiner, donc l'énergie cinétique, sera utilisée pour recharger votre batterie lorsque vous serez en mode hybride. Donc, un autre bel avantage de ce type de véhicule. Donc, ça fait le tour de l'introduction aux véhicules hybrides rechargeables, donc avec les inconvénients, les avantages et qu'est-ce que c'est exactement. Donc, on se retrouve le mois prochain pour une 6e chronique du véhicule électrique au féminin. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de mois, une joyeuse Halloween et à la prochaine. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Alors, ce week-end du 25 au 27 octobre 2019, c'est le Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. C'est au Centre BMO sur le site de l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe. Des exposants, des conférences, des essais de voitures électriques. Vous devez vous enregistrer au préalable à roulonsélectrique.ca et j'y serai de toute façon pour donner des conférences le dimanche. Conférence sur la voiture électrique, un survol électrisant. Encore une fois, j'aurai la chance de donner une conférence le 29 octobre à 19h. C'était la Bibliothèque municipale de Sainte-Julie au 1600 du Fer à Cheval. Une autre conférence, la voiture électrique, un survol électrisant. Cette fois-là, c'est le 5 novembre 2019 à 19h. C'était la Bibliothèque Linette Jutras-Lapelle. C'est au 1800 rue Saint-Calixte à Plessis-Ville. Branché vers l'avenir, c'est samedi le 19 novembre de 10h à 16h chez Euracine au 1080 rue Douglas à Saint-Jean-sur-Richelieu. Des essais de véhicules électriques, kiosque d'information et conférences. Préinscription sur Roulon électrique. Conférence à voiture électrique, un survol électrisant. Conférence que j'aurai l'honneur de donner à la bibliothèque Armand Frappier au 80 rue Saint-Thomas-de-Salaberry de Valleyfield. Donc, c'est à ne pas manquer. Et finalement, une toute dernière conférence. Cette fois-là, on est déjà rendu en 2020. La voiture électrique, un survol électrisant. Le 18 février à 19h à la bibliothèque de l'Île des Moulins. C'est au 855 place de l'Île des Moulins à Terrebonne. Ceci conclut la présente balado-diffusion. J'aimerais remercier aujourd'hui tous mes collaborateurs, c'est-à-dire René Boisvert, Mélanie Réaume et Pierre Tadros. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés au préalable à martin@silenceonroule.com. Toutes les questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin@silenceonroule.com et toutes les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association des véhicules électriques, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEQ, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca.
www.silenceonroule.com. Si vous voulez encourager le podcast, nous vous incitons grandement à devenir membre hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est une excellente façon de nous soutenir. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et pourrez dire, vous aussi, silence, on roule.